Bienvenue, Driss Edlhou. Bonjour. Je rappelle que vous êtes professeur de sociologie, spécialiste des identités culturelles et enjeux territoriaux. Avec vous, aujourd'hui, on va débattre des différents enjeux des identités culturelles au sein du processus de régionalisation avancée, quelle approche adopter pour préserver à la fois les identités, mais tout en dynamisant les espaces territoriaux, comment associer les populations qui ont un fort ancrage socio-culturel à un projet commun. C'est aussi une question et un axe que nous allons aborder durant ce débat. Et enfin, la question qui se pose, qui peut se poser légitimement d'ailleurs, est-ce que les identités culturelles, dans toutes leurs composantes, constituent un levier pour le développement multidimensionnel des territoires dans la perspective de cette régionalisation avancée, les espaces régionaux amenés à avoir un modèle de développement économique commun ou pas. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure. Mais ma première question, Driss Edlhou, c'est les enjeux des identités culturelles dans un processus de régionalisation avancée. Est-ce qu'il est légitime aujourd'hui de poser cette question et de la poser à vous, qui êtes professeur de sociologie? C'est-à-dire, voilà, OK, on veut développer l'ensemble des territoires, qu'elles soient dotées d'un modèle de développement économique, mais les identités culturelles, c'est aussi un préalable dont il faut tenir compte. Votre point de vue, vous, là-dessus? D'accord. Alors d'abord, je tiens à montrer donc, qu'il y a un lien qui est très étroit entre la régionalisation avancée en tant que processus et en tant que modèle de décentralisation et les identités culturelles au Maroc, parce que de nos jours, je ne crois pas qu'on pourrait parler d'une identité marocaine unique ou dite idéologiquement et par abus de langage national, je dirais une identité marocaine, oui, mais au pluriel. Donc je parlerai des identités marocaines et je les appellerai désormais des identités territoriales. Territoriales. Donc vous parlez d'abord, vous, en tant que sociologue et professeur de sociologie, d'identité régionale. Culturelle, certes, mais en tout cas régionale. Et c'est quelque chose, d'ailleurs, c'est aussi... c'est déjà le premier ciment. Est-ce que c'est le premier ciment des territoires? C'est avant tout les identités régionales. Oui, tout à fait, parce que justement, quand on parle des territoires, on parle de l'approche qui étudie, qui analyse les territoires, on parle de l'approche territoriale. Quand on avance cette approche, on parle déjà du bas vers le haut et non pas du haut vers le bas. Donc, si on est convaincu de cette approche et de son essence, qui n'est autre que la valeur dite la territorialité, alors on ne pourrait que justement adhérer à votre thèse-là et dire que les identités régionales sont le ciment, parce que c'est au travers de leur complémentarité, c'est dans leur ensemble que se constitue et se construit l'identité dite justement marocaine, et de là vient la marocanité. L'identité marocaine, c'est les dénominateurs communs. Mais avant tout, il y a des identités plurielles. Mais qu'est-ce que... Justement, avant la marocanité et le dénominateur commun, il y a d'abord ce qui est régional et ce qui est local. Qu'est-ce qui est régional? On se dit, voilà, il y a le dialecte, le berbère. Est-ce que ça se résume à ça? Des différents, c'est-à-dire au niveau du langage, des dialectes régionaux, où il y a aussi, et avant tout peut-être d'ailleurs, des valeurs régionales qui sont propres à des régions. Alors, d'abord, je crois qu'il faut éclaircir un point qui est très important et terminer avec justement une idée qui était de droit et de fait dès 1930 au Maroc, avec le fameux Dahir berbère, le Dahir de 1930. Alors, ce n'est pas une question du berbère, ou bien de l'arabe, ou bien du chleh, ou bien du jibli, ou bien... je crois que ce n'est pas ça. Mais le plus important, justement, c'est ces entités ancrées, réelles, qui ont un lien avec l'histoire, avec la société, avec la culture, avec le quotidien des Marocains, le quotidien des citoyens, leur quotidien qui nourrit leur existence. Si tu coupes, si tu fais une rupture entre leur existence et ce quotidien, je crois que justement, nous aurons affaire à des sujets et non à des citoyens irresponsables. Je crois que c'est le cas. Je crois que ces gens-là, ces citoyens, ces Marocains, nous les Marocains, je crois que nous devons rompre avec ces idées justement, disons, idéologiques et entamer et disons, creuser dans le sens de la territorialité que j'ai dite tout à l'heure. Qui est intimement liée à l'histoire. Exactement. Il ne faut pas couper avec l'histoire. Les populations, voilà. Donc le socle commun culturel dans chaque région découle de l'historicité vécue par le territoire. Tout à fait. Directement. Et ça, c'est une espèce de fil conducteur qu'il faut maintenir.
Tout à fait. Il faut le maintenir justement. Et là, je reviens vers votre question pour parler des enjeux. Alors, qu'est-ce que les Marocains vont perdre? Je ne vais pas parler de leur gain, parce que le gain est évident lorsqu'il y a cette valeur dite territorialité comme soubassement, comme ciment qui va unir les Marocains dans leurs rapports sociaux, politiques, idéologiques et tout. Je vais parler plutôt de ce qu'ils vont perdre. Ce que le Marocain ou la nation marocaine, la nation, je mets entre guillemets le mot, ce qu'ils vont perdre justement, c'est les valeurs. Et quelles valeurs? C'est des valeurs d'aujourd'hui. Parce que justement, j'ai dit, il ne faut pas suivre la politique de l'autruche, il ne faut pas justement essayer de voir aujourd'hui par des lunettes d'hier, il faut surtout voir demain avec des lunettes d'aujourd'hui. Et de là... C'est-à-dire il faut changer de logiciel culturel, il faut... Tout à fait. Une rupture culturelle au travers des valeurs territoriales actuelles. Ce n'est pas une rupture dans le sens philosophique, pour ne pas tomber dans la contradiction, c'est une continuité, mais il faut aller de l'avant et il faut avancer. Il faut faire beaucoup de progrès. Pour faire beaucoup de progrès et avancer, il faut mettre de nouvelles lunettes, il faut adopter de nouveaux paradigmes, de nouvelles approches, disons de nouvelles théories, pour concevoir et percevoir la réalité d'aujourd'hui telle qu'il devra être. Parce que, communiquant, faisons la distinction entre ce qu'il y a et ce qui doit être, ce qui devra être. Ce qu'il y a, on le sait. L'histoire, on la connaît. On se connaît entre nous, mais on ne connaît pas qu'est-ce qui va se passer demain. Alors, demain, il y a justement quelque chose qu'on peut perdre. Et c'est là la grande question des enjeux. On peut perdre nos identités. D'ailleurs, ils sont déjà en train de se perdre. C'est-à-dire les identités culturelles propres à chaque région. Les identités culturelles, locales, spécifiques, ethniques, etc., linguistiques, etc. Donc, il y a déjà une grosse perte qui est déjà constatée au niveau du patrimoine marocain, pour ne pas dire maghrébin, etc. Au niveau du patrimoine marocain, il y a beaucoup de choses qu'on perd au niveau immatériel. Et pour vous, c'est important de préserver ça dans la perspective de développement des territoires, de la territorialisation? Est-ce que c'est important de préserver ce patrimoine? Le préserver, c'est primordial. Mais on le préserve comment? Parce que on est tous à l'épreuve de la modernité, on est tous aussi, le défi, c'est l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur les différences. Très bien. La mondialisation des territoires, c'est aussi quelque chose qui est une réalité, c'est pas quelque chose de futuriste. Donc, en même temps, le défi, le challenge, c'est quoi? C'est de préserver à la fois son patrimoine culturel tout en s'ouvrant sur les territoires mondiaux. Mondiaux, tout à fait. On est là justement, donc personne, nul ne peut être contre la mondialisation. Donc, mais parlons marocain. Ouais. Il y a l'État. L'État devra assumer ses responsabilités. L'État est face à la mondialisation, elle aussi. Alors, quand il s'agit des questions du patrimoine et de la culture et des identités, et c'est là le maillon faible, alors l'État, justement, pour moi, je dis que l'État n'assume pas ses responsabilités. Quelque part, il y a un désistement. L'État, pour moi, face justement aux nouveaux défis qui sont les leurs, doit être un État qui répond aux attentes des citoyens et non pas aux attentes de l'extérieur seulement, parce que sans jouer, sans répondre aux attentes des citoyens, l'État ne joue pas son rôle. Et là, en l'occurrence, ça va être les centres régionaux, les pôles régionaux, les exécutifs régionaux qui vont avoir aussi cette... Il se trouve que l'État, justement, ne peut pas assumer ce rôle, ne peut pas. C'est un fait. Alors, qu'est-ce qu'il devrait faire? Régionaliser, déléguer les pouvoirs. Ouais. Ça fait déjà plusieurs décennies là qu'on est dans le chantier de la décentralisation. On est dans le dernier chantier, on y est encore. Donc c'est la régionalisation avancée. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que justement, il y a un problème. Ambitieux. En parallèle avec la décentralisation, avec la régionalisation avancée, il doit y avoir aussi un processus de déconcentration. Au Maroc, il y a ce problème. Déconcentration du pouvoir administratif, c'est quelque chose aussi qui est dans les tuyaux. Mais moi, les espaces territoriaux, si on essaie de se projeter ensemble, oui. Et c'est-à-dire, voilà, est-ce qu'il va y avoir une reconfiguration d'espaces aussi qui vont être dédiés à la sociabilisation des populations? Donc avec de nouveaux espaces territoriaux, avec des populations aussi il n'y a pas une forte mobilité non plus chez nous et dans l'ensemble des territoires. Donc est-ce que le challenge et le défi aussi, ça va être comment resocialiser? Et est-ce que ça va se faire au travers de la langue? Comment toutes ces populations? Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez parlé il y a un moment de la sociabilisation. Oui. Et justement, c'est ce qui est demandé, la socialisation et la sociabilisation. Quoique, ce sont deux concepts différents au niveau sociologique.
L'État, qu'est-ce qu'il a fait depuis plus de 40 ans ou de 50 ans? Il a travaillé sur la spatialisation. Et c'est un malheur quand on parle de la régionalisation avancée aujourd'hui à l'ère du postmodernisme, à l'ère au XXIe siècle. Ce n'est pas suffisant de travailler sur l'espace. Il est aussi primordial et intéressant de travailler justement sur la socialisation. Le social, s'il n'est pas travaillé, construit au niveau de l'espace, je crois que justement ça débouche sur un déséquilibre. Au Maroc, nous vivons aujourd'hui ce déséquilibre. Elle est là, il est flagrant. Au Maroc aujourd'hui, on sait qu'on vit une crise territoriale. Tanger, Marrakech, Casablanca, Rachidia, Tata, etc. Ce n'est pas les mêmes atouts, ce n'est pas les mêmes politiques publiques, ce n'est pas les mêmes moyens, ce n'est pas les mêmes ressources humaines, etc. Avec tous les problèmes que vous connaissez, de l'immigration interne, etc. De beaucoup de choses. Donc il y a un problème. Pire que, donc, je vais vous dire que... Mais comment est-ce qu'il peut y avoir, on imagine un socle commun? Excuse-moi, je voudrais revenir sur l'espace et le spatial et le social. Oui. Les régions, les territoires, à mon avis, d'un point de vue de l'approche sociologique, sont des productions sociales d'abord. Lorsque l'État œuvre dans le sens de la spatialisation, dans la reconstruction des espaces comme il le prétend, pour des vocations certes nobles, économiques, etc., géographiques, je trouve que c'est très intéressant, mais, comme j'ai dit tout à l'heure, ça débouche sur un déséquilibre. Pourquoi? Parce que l'espace est construit, mais le social n'est pas construit. Et de là, par exemple, vient justement la migration. Les gens migrent. Tout le monde veut vivre à Casablanca, c'est normal, parce qu'on travaille l'espace, mais on ne travaille pas l'humain, le social. Donc il faut inverser aussi la logique de se dire aussi, parce que je crois que savoir aussi que dans une vie récente, vous avez été urbaniste. Oui. Hein, mais ça, donc ça veut dire quoi? C'est qu'il faut avoir aussi intégrer aussi une autre logique dans l'approche de régionalisante et régionalisée des territoires. C'est-à-dire aussi, voilà, est-ce qu'on veut fixer les populations au niveau des territoires? Et si c'est cette logique-là, il faut aller dans ce sens et développer les politiques et les services publics qui vont avec. C'est ça, en fait, je crois qu'il y a une manière de dire ça simplement. C'est de dire que justement, pour avancer dans la régionalisation, pour instaurer un vrai modèle de développement territorial, ce n'est pas suffisant d'adopter des approches urbanistiques et géographiques. Et ce n'est pas aussi suffisant d'avoir et d'adopter des approches économiques, politiques, mais aussi, il faut être quelque part entre les deux. Et c'est de là, justement, vient l'importance de l'approche sociologique et territoriale. Et d'où l'intérêt de vous avoir aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça, et on vous remercie une fois de plus, parce que cette dimension sociologique, on a voulu absolument l'intégrer dans les débats de réflexion sur la régionalisation avancée, pour éviter qu'effectivement elle soit, on peut dire, balkanisée, parce que c'est aussi, aussi peut-être le terme. Mais quand on dit, voilà, identité culturelle, l'humain, sociabilité, on parle d'individus avant tout, on parle de femmes, on parle d'hommes, voilà. Donc comment faire aussi en sorte de mettre tout ça, de mobiliser, ce qu'on disait un petit peu en préambule, mobiliser tout ce monde-là, toutes ces forces vives-là pour le développement d'un projet commun, c'est-à-dire un modèle de développement régional de leur territoire. Alors là, vous me poussez, M. Rachid, à évoquer le nationalisme. Alors justement, quand on parle de l'individu, on parle de la collectivité aussi. L'État marocain, 10 ans, après 56, décolonisé, vivant son indépendance, a choisi. L'État marocain était un État centralisé, central. L'État marocain était collectiviste aussi, justement, était nationaliste. C'est-à-dire quoi? Au niveau idéologique, ça veut dire que c'est des politiques publiques qui donnent la priorité à la collectivité et à la société et non pas à l'individu. Ce n'est pas le modèle allemand, ce n'est pas le modèle américain, ce n'est pas le modèle anglo-saxon de manière générale, germanique, etc. Là, c'est d'autres modèles, justement, qui font un petit peu le contraire et qui donnent l'importance aux individus, méthodologiquement. Je pèse mes mots quand on parle de l'individualisme méthodologique chez Max Weber, il y a déjà un siècle et plus, et d'autres philosophes allemands et américains. Alors ces États, ces modèles de développement ailleurs, donnent l'importance aux individus, de manière, j'ai dit, méthodologique, sérieuse, sous l'égide de la loi et le droit et l'éthique, sans oublier justement les communautés. Dans ces modèles qui sont très développés aujourd'hui, ce sont des modèles qui ont instauré des lois communautaires
des lois au niveau des Länder en Allemagne, des cantons en Suisse, etc. En Espagne, il y a 3 décennies à peu près, donc l'expérience est connue et ça a donné, ça c'est réussi. Je crois que justement, les pays, les États qui ont suivi le modèle jacobin, je parle des Français, hyper centralisé, ouais. les États qui ont suivi les modèles collectivistes, qui donnent la priorité à la société, et au total et au global. On appelle ça en sociologie, c'est de l'holisme. Alors, ces États-là vivent encore aujourd'hui, justement, dans des déséquilibres parce que il y a un grand problème quand il s'agit justement de la mondialisation et des valeurs modernes, post-modernes avancées. Parce qu'on fait la distinction entre les valeurs modernes et les valeurs modernes avancées. D'autres les appellent post-modernes. Une valeur moderne, c'est quoi? Une valeur moderne, c'est les valeurs du XXe siècle, du XIXe et XXe siècle, qui croient à l'institution, à la centralité, à la rationalité, à la planification, à l'État-providence, à l'État-providence, etc. Oui, donc ça, c'est les valeurs modernes. Et les valeurs post-modernes, aujourd'hui, au XXIe siècle, oui. Ce n'est pas la négation de la modernité, oui. mais c'est une continuité, mais qui est très poussée. C'est pour cela, d'ailleurs, comme le dit le préfixe post. Post ne veut pas dire qu'il y a une rupture, justement, mais il y a une continuité, mais qui est très poussée et très avancée. C'est pour cela, d'ailleurs, que, justement, le législateur marocain a appelé la régionalisation avancée. C'est pour dire, justement, que nous voulons une régionalisation qui marque une continuité avec la décentralisation de 71 jusqu'à aujourd'hui, oui. mais justement qui va aller jusqu'à la régionalisation élargie. En 2011, le Maroc a pensé à instaurer une régionalisation avancée, progressive, réfléchie, mûre, en commençant par une région. Mais peut-être que après, il y aurait d'autres régions qui vont avoir... C'est ce qui a été fait justement vers 2012 déjà, 2013, il y avait le Sud-Est, le Rif, le Grand Rif, etc. Il y avait beaucoup de jeunes, beaucoup de militants qui ont parlé de tout ça. Donc, et ça a marqué justement il y avait là une décision à l'époque. On ne parle plus de la région avancée, élargie. On parlait depuis 2013 de avancer sur régionalisation. La régionalisation, pour qu'elle avance, il y a la dimension culturelle, ces valeurs dont vous avez fait référence. Donc, et pour vous, en tant que sociologue, vous considérez qu'on s'inscrit, nous, aujourd'hui, dans le cadre du processus de régionalisation avancée, sur la base de valeurs post-modernes. Oui. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Donc, oui. Pousser, voilà, oui. Pousser. Très moderne. Très moderne, inscrit parfaitement dans la mondialisation, standard universel. C'est ça. Comment ? Grosso modo, standard universel, c'est-à-dire... Un standard universel, j'y crois pas. Oui. Ça n'existe pas. Oui. Alors, les gens qui veulent faire vivre des gens dans des standards universels sont des gens qui sont trop rationnels et pour l'ère actuelle, ils sont classiques. C'est-à-dire, si on les regarde avec les lunettes d'aujourd'hui. Ils sont classiques aujourd'hui. Ah oui, d'aujourd'hui. Ça veut dire quoi l'universel ? Ça ne veut rien dire l'universel. L'universalité, ça a été un trait de la modernité. Et ça a été un standard, justement, ça a été un idéal pour faire arriver des gens qui étaient encore dans le rural, qui vivaient dans des conditions, justement, traditionnelles. Et ça a été parmi les outils idéologiques qui vont pousser les citoyens du monde à prôner, à chercher justement ce progrès, cette citoyenneté, toutes ces valeurs de la modernité. Et ces échanges, en Mais fait, aujourd'hui, c'est terminé avec tout ça, c'est dépassé. Malheureusement, au Maroc, on vit une situation hybride. On est des gens traditionnels, on est des gens modernes, on est des gens très modernes à la fois. On est qui ? On est marocain. Et on est traditionnel aussi, à la même On l'est. Nous vivons la tradition. Parce que je me dis, nous vivons la tradition religieuse, nous vivons la tradition politique, nous Tradition vivons sociale. la tradition sociale, la tradition culturelle, il y a tout ça. Mais la tradition n'est pas mauvaise. C'est-à-dire quoi, mais c'est bien de garder la tradition. Là, c'est un sociologue que vous êtes à qui je vais dire ça, c'est-à-dire quoi ? Il faut arriver aussi à faire un état de synthèse. Les sociétés, les États qui se sont développés aussi, on dit souvent que c'est les sociétés, et là je parle sous le couvert d'un sociologue, qui ont fait leur synthèse. Donc, toute cette hybridité en construction aujourd'hui de manière extrêmement dynamique, c'est qu'il va falloir nécessairement, peut-être l'étape d'après, faire notre synthèse. Les sociétés qui ont fait leur synthèse, c'est des sociétés aussi qui se construisent, qui se développent avec les territoires. Oui, mais comment ? Voilà la grande question pour moi, toujours, c'est le comment. La question du sociologue, c'est toujours comment. Est-ce que c'est pas l'économique ? Je ne crois pas. Non ? Non. Pour vous, non ? On ne peut développer le culturel que par le culturel. Pour moi, l'économique, c'est très important. L'économique, c'est les outils de mesure. L'économique, c'est les standards de développement. C'est l'économique, c'est le bonheur, c'est-à-dire le bien-être
Le bien-être se mesure par l'économique, mais pas seulement par l'économique, par d'autres choses. Alors, je reviens justement vers le culturel. On vit dans un État hybride, avec un E minuscule, un État En hybride. termes de modèle, ouais. Ben oui, donc les Marocains, comme les citoyens du monde, vivent dans des conditions, justement, vous l'avez dit tout à l'heure, nous devrions faire la synthèse. La synthèse du sociologue est faite. C'est à l'État de jouer son rôle. Est-ce que la régionalisation avancée et la dynamique des territoires peut permettre effectivement à tout un ensemble, à tout notre ensemble, de faire cette synthèse et de passer effectivement au stade supérieur? Oui, si jamais il y a un vrai volontarisme politique et une vraie instauration d'une vraie régionalisation avancée, beaucoup mieux que celle d'aujourd'hui, parce qu'on n'est pas encore... Pour l'instant, elle n'a pas réellement démarré. On vient de démarrer, on n'a encore pas fait grand-chose. Il y a beaucoup de chantiers, beaucoup de textes de loi qui ne sont pas encore sortis, etc. Mais j'ai voulu parler de l'éducation. Après avoir fait la synthèse, c'est l'État qui devrait assumer son rôle. L'État doit déléguer le pouvoir aux régions pour qu'ils assurent l'éducation sur les nouvelles valeurs, sur les valeurs de la postmodernité ou bien le postmodernisme. Ces valeurs-là, elles sont déjà constitutionnalisées. Quand on parle de la gouvernance, quand on parle de la durabilité, quand on parle de la proximité, quand on parle de la parité, quand on parle de l'équité, quand on parle de beaucoup de choses, vous avez dans la Constitution marocaine beaucoup de concepts merveilleux, mais on ne les connaît pas en vérité. On ne les pratique pas. Alors là, il y a un problème de pratique sociale. Est-ce que ça, la pratique sociale, effectivement, est de représentation sociale, mais est-ce que là, ces valeurs-là, ce qui est inscrit effectivement dans le marbre, est-ce que c'est ça qu'il faut transformer en réalité pour donner un vrai sens et de vraies valeurs territoriales? Alors, comment les transformer en réalité? Oui. C'est ça la bonne question. Oui. Vous l'avez bien dit, c'est très important. Convertir les valeurs en comportement. Comment? C'est au travers de l'école, mais c'est au travers des générations. Tout se fait à l'école ou tout se fait Tout se entre autres à tout se l'école? construit à l'école. Parce qu'il ne suffit pas de vous dire il faut respecter le feu rouge pour le respecter. Si on vous dit vous devriez respecter le feu rouge, c'est Rachid, vous allez le faire peut-être un jour. Mais à 2 h du matin, quand il n'y a pas de policiers, vous allez brûler. Mais pourquoi? Parce que vous n'avez pas ancré, vous n'avez pas intériorisé très sérieusement la valeur qui veut dire la citoyenneté. Voilà. Mais quand on intériorise les vraies valeurs, même à 2 h du matin, même lorsqu'il n'y a personne, je ne brûle pas le feu rouge, on s'arrête au feu rouge. parce qu'on est heureux de vivre la citoyenneté. Et parfois, on avance aussi un aspect, l'espèce de dialecte régionaux qui existe dans tous les pays du monde, dans toutes les sociétés. Comment on l'insère dans la régionalisation avancée, dans le développement des territoires? Je suis Est-ce que contre c'est un le mot plus, est-ce que dialecte. oui. Pour moi, au Maroc, si on parle de l'Hassaniya, c'est une langue régionale. Quand on parle du Soussi, c'est une langue régionale. Quand on parle du Rifin, c'est une langue régionale. Là, même pour Tamazir de l'Atlas, c'est une langue régionale. Je ne sais pas, peut-être que dans quelques années, vous allez trouver des gens du sud-est ou du Figui qui vont réclamer et dire, mais écoutez, nous aussi, nous avons notre langue régionale qui est autonome et qui diffère de celle du Rif et celle de l'Atlas. C'est possible. Nous sommes dans un pays de démocratie et de liberté. Sauf qu'il faut communiquer. Malheureusement, c'est cette communication justement qui fait défaut. Qui fait défaut. Mais justement, donc il faut garder ce socle linguistique. Ben oui. Hein, et pourquoi quand vous dites oui, parce que ça peut permettre effectivement l'émergence d'identités régionales fortes dans chaque région. C'est ça l'enjeu. C'est ça, c'est ce qu'on va gagner. C'est cette force justement et c'est cette appartenance. Nul ne peut vivre sans appartenance. L'appartenance au territoire. L'appartenance à quelque chose. Ici, on dit territoire, c'est le tout. Mais l'individu. Le sociologue que vous êtes, quand on est individu, c'est l'appartenance à un territoire, l'appartenance à ses coutumes, l'appartenance à des... Il n'y a pas d'individu sans société, sans communauté. Sauf que la question qui se pose pour la sociologie, c'est on fait le départ d'où? Est-ce que c'est de le social vers l'individuel ou bien de l'individuel vers le social? C'est ça la grande question. Alors, justement, contrairement à ce qui se fait maintenant comme idéologie, ce départ du social vers l'individuel, moi, je voudrais inverser. Je voudrais qu'on cesse de nationaliser, d'hégémoniser, de standardiser et d'unifier. Alors là, justement, on doit, quelque part, on devrait, pour être un petit peu scientifique, on devrait faire appel justement à la différence. Nous sommes différents. En 2005, il y avait cette charte mondiale de la diversité de la culture. En 2005, qui a été... il y a déjà 13 ans. Oui, le Maroc l'a ratifié en 2007. Le Maroc est membre de l'UNESCO. Le Maroc, justement, est membre de cette institution et il a ratifié donc cette charte de la diversité. Mais on ne pratique pas cette diversité au Maroc.
Et les régions demain devraient être de plus en plus ouvertes sur d'autres régions dans le monde, sur d'autres pôles Pourquoi pas? régionaux, donc différenciation. Vous disiez tout à l'heure, la différence et l'acceptation de l'autre dans toutes ces différences, c'est aussi des défis, challenges et des réalités qui vont se poser à oui. l'ensemble des citoyens territoriaux. Eh bien oui, on ne respecte jamais l'autre que si on se respecte d'abord soi-même. Pour avoir justement ces idées de l'altérité, il faut d'abord exister. Un individu qui n'existe pas, un individu dont on se moque de son prénom ou bien de son nom, un individu qu'on appelle, je ne sais pas, pour ne pas avancer des mots, connu au Maroc, justement, un individu du nord jusqu'au sud. Et comment est-ce que vous vouliez que, justement, cet individu soit fier de soi? Comment est-ce que vous vouliez que cet individu déclare son appartenance? Eh bien voilà, il suffit de revenir sur YouTube pour voir beaucoup d'anecdotes qui parlent de tout ça. Et nous avons vécu, vous et moi, certes, nous avons vécu toutes ces anecdotes déjà dans le social, dans la réalité. Alors donc, s'ouvrir sur l'autre, c'est d'abord avoir confiance en soi. C'est d'abord se respecter soi-même. En un mot, c'est exister. Et l'existence se résume en une identité individuelle d'abord. Je suis qui? Et j'appartiens à qui? Et puis, tout le monde a le droit, je crois, justement, au XXe siècle, de choisir... Donc il faut absolument s'imprégner d'autres logiques à la fois culturelles et à la fois territoriales. C'est ça qui est en jeu aujourd'hui. La logique territoriale, elle est incontournable. La régionalisation avancée en tant que chantier, maintenant ouvert au Maroc, nous impose la territorialité. Absolument tenir compte, en tout cas, des identités culturelles existantes, du patrimoine culturel existant dans chaque région pour asseoir son modèle de développement. Exact. C'est ça, c'est le défi. Tout à fait. Confiant, faut toujours avoir une position hybride. Il faut vivre aussi avec son hybridité et en être fier, parce qu'il faut être réaliste et pragmatique. Si je suis hybride, je le suis, c'est déjà, je suis là, c'est bien, mais il faut composer avec son hybridité. Il ne faut pas, justement, comme j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas donc mettre sa tête dans les sables. Il faut se comporter avec ce qu'on est et essayer de s'améliorer, de se développer, etc., de chercher le mieux. Et de se dire qu'il y a du travail, qu'il faut se retrousser les manches parce qu'il faut aller de l'avant, parce que cette régionalisation, il faut qu'elle avance. Il faut la réussir, c'est ça? Il faut la réussir parce que, justement, c'est un enjeu et on n'a pas le choix. Un enjeu culturel? C'est un enjeu territorial pour moi. Territorial, c'est-à-dire dans le sens où il est culturel, économique, politique, tout ce que vous voulez. Le territorial, il résume tout. Merci en tout cas, Driss Merci pour votre éclairage sociologique sur les enjeux culturels qui se posent au territoire et qui va se poser au territoire, et puis la place aussi que chacun a ou devra trouver pour être acteur de sa propre vie, de sa propre existence, et aussi un artisan du développement de son propre territoire avec sentiment fort d'identité régionale, y compris quand on a un dialecte régional ou pas, peu importe la langue. En tout cas, c'est se dire pour le bien commun, c'est le développement de son territoire, le développement de sa nation. Sans nuire à l'unité territoriale. Ah oui. On peut faire, c'est parfaitement combinable. Oui, donc justement, il faut pas nuire à l'identité territoriale, à l'unité territoriale plutôt, pardon, mais les identités territoriales, pour moi, ne peuvent se conjuguer qu'au pluriel. Et peut-être qu'on peut avoir aussi une identité nationale territoriale renforcée par l'identité régionale. Oui, on peut jouer avec les mots comme on veut, à condition de les définir. Ouais. Voilà, on finira là-dessus. Merci en tout cas à vous, Driss Edlhou, professeur de sociologie, spécialiste des identités culturelles et enjeux territoriaux. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université Kadi Hayat de Marrakech et que vous êtes venu de Marrakech pour ce débat. Et donc je vous remercie doublement. Je suis ravi. Merci à vous et bonne journée.